Merci beaucoup Noémie, merci aussi à Gwenaël et Dominique pour leur invitation à cette conférence absolument passionnante. Juste avant de démarrer, comme il est de coutume en Australie et comme l'ont fait James et Hilary hier, je voudrais présenter mes respects aux propriétaires traditionnels de la terre sur laquelle je me trouve ici à Canberra, les Ngunnawal, et leurs leaders passés, présents et futurs, et j'étends bien sûr cette reconnaissance à l'ensemble des Pacificas. Alors oui, pour plus de facilité, je vais présenter ici notre travail commun au nom de mes deux comparses, Louis et Stuart. Alors, je ne sais pas si Stuart est présent ce matin, mais Louis est là évidemment et sera tout aussi disponible pour répondre à vos questions après cette présentation. Alors sachant bien sûr, vous aurez noté qu'on est trois archéologues ici ce matin dans une session de littérature comparée, donc j'espère que vous serez aussi indulgents vis-à-vis de notre sorte d'ambition transdisciplinaire, comme on aime à le dire avec lui. Alors, on l'aura bien compris, à l'issue de ces 2 journées de discussions passionnantes, la construction mentale occidentale, consistant à faire de l'océanien un sauvage cannibale, a une longue histoire, depuis les premières explorations européennes dans le Pacifique, jusqu'aux contributions de nombreux individus et institutions au cours du XIXe siècle. À cette époque, des ouvrages, des périodiques ainsi que des titres de presse se font l'écho de la sauvagerie des Mélanésiens, et plus particulièrement des habitants des Nouvelles-Hébrides. La sauvagerie et la brutalité étant alors omniprésentes du fait de l'expansion coloniale européenne en cours, les descriptions de cannibalisme viennent s'ajouter à des représentations déjà sombres de Mélanésiens hostiles, dans une sorte d'escalade progressive des récits de violence. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre l'expédition en 1917 d'un couple d'explorateurs cinéastes américains, Martin et Osa Johnson, dans le but de filmer les derniers cannibales de la planète. À cette occasion, le couple américain rencontre Nagapate, chef du village de Tenmaru, sur la côte ouest de Malekula, dans le nord-ouest de l'archipel. Est-ce que ça continue ? Donc nous souhaitons, dans le cadre de ce colloque, nous pencher sur ce que la bande dessinée franco-belge retient de cette expédition plusieurs décennies plus tard. En effet, les aventures des Johnson à Malekula et leur rencontre avec Nagapate ont fait l'objet de 2 courts récits dessinés publiés dans des périodiques hebdomadaires pour la jeunesse. Ils suivent tous 2 le format alors classique de 4 planches chacun. Le premier est intitulé Cinéma chez les cannibales, scénarisé par Octave Joly et dessiné par Eddie Pape, et publié dans le journal de Spirou le 29 mai 1958. Il constitue un épisode de la série Les belles histoires de l'oncle Paul, ayant pour objectif de faire connaître aux jeunes lecteurs un épisode ou une figure historique, comme par exemple Bougainville, Cook, la Pérouse ou encore l'expédition du Kon-Tiki de Torre-Yardal en ce qui concerne les épisodes océaniens. Le second récit des Johnson, lui, est écrit et dessiné par Fedor et est publié dans le journal de Tintin du 29 août 1968 sous le titre Aventure en Polynésie. Alors dans ces 2 récits, le cannibalisme est explicitement évoqué. À travers les moyens graphiques mis en œuvre, on essaiera de voir comment, à destination de la jeunesse et à partir de témoignages à la fiabilité discutable, des récits imagés ont pu être construits autour d'un paradoxe ethnographique. Alors pour des raisons à la fois de longueur de texte ainsi que de droit d'usage des cases dessinées, le manuscrit qui est destiné à la publication des actes est un tout petit peu différent dans la structure de notre présentation de ce matin, qui elle va s'appuyer davantage sur la narration des 2 bandes dessinées. Donc je vous propose en fait de suivre presque case par case les expéditions des Johnson parmi les cannibales de Malekula et de les mettre au regard des informations archéologiques, anthropologiques et historiques disponibles, tout en montrant les emprunts et les influences intermédiaires au sein d'une très riche production littéraire, cinématographique et photographique. Commençons donc par le début. En 1907, le jeune Martin Johnson accompagne Jack London et son épouse Charmaine dans leur traversée du Pacifique à bord du Snark. L'expédition aborde les îles d'Effaté et de Tanna aux Nouvelles-Hébrides. L'archipel fascine Martin, qui se passionne pour le sujet du cannibalisme et des 70 000 anthropophages qui peuplent, selon lui, l'archipel. Au cours de cette croisière, il fait la rencontre d'un groupe de cinéastes envoyés par la firme Pathé Frères, et Martin comprend immédiatement le pouvoir de ce nouveau médium. De retour aux États-Unis, et après avoir épousé en 1910 Osa Laili, Martin forme le projet de revenir visiter les cannibales des Nouvelles-Hébrides, pour produire un film mêlant exploration, aventure et constat de sauvagerie. Le choix se portera sur l'île de Malekula, qui jouit alors d'une réputation très violente. Par exemple, dans son récit publié en 1907, Béatrice Grimshaw parle des archipels mystérieux, maléfiques et cannibales des Salomon, des Banks et des Nouvelles-Hébrides, où la vie est plus cauchemar que rêve, où le crime guette partout et en plein jour, dit-elle.
Alors qu'elle a pu assister à des cérémonies coutumières à l'intérieur de l'île, et ce, d'ailleurs en toute sécurité, elle décrit Malekula comme un enfer sur terre indescriptible, marqué par le cannibalisme, le meurtre et l'infamie. L'île était aussi connue des autorités condominiales et des colons pour sa population belliqueuse, capable selon eux de s'allier et de menacer la colonisation. Les Johnson arrivent en novembre 1917, un an seulement après une expédition punitive ratée qui a été tentée par l'administration coloniale dans le nord-est de l'île. Alors l'aspect exploratoire de l'expédition des Johnson s'inscrit aussi dans la perspective d'une anthropologie occidentale évolutionniste, mêlant raccourcis pseudo-scientifiques et hiérarchisation des races humaines. Les Big Mambas leur apparaissent comme les derniers représentants d'un âge de pierre, de véritables fossiles vivants. D'ailleurs, Martin incitera par la suite son public à faire preuve de clémence envers une population dont, dit-il, le stade de développement a été dépassé par les ancêtres des Occidentaux depuis des centaines de milliers d'années. Un propos qui reflète parfaitement le paternalisme colonial de l'entre-deux-guerres. Martin et Osa arrivent donc à Vaos, au large de la côte nord de Malekula, où ils font la rencontre du père Prin. Ce dernier y est en poste depuis quelques années et a établi une mission catholique qui reçoit fréquemment la visite de communautés voisines. Le père Prin est donc bien au fait de la situation et des tensions qui existent sur Malekula entre les tribus, les planteurs et les autorités condominiales. Malgré sa mise en garde, le couple est déterminé à rejoindre la côte de Tenmaru, d'où ils pourront pénétrer à l'intérieur des terres. Le père Prin accepte donc de mettre à leur disposition une embarcation et un équipage de locaux qui est d'ores et déjà qualifié de coupeurs de tête. Débarquant sur la plage avec leur équipement, les Johnson débutent leur prise de vue quand sortent du bush plusieurs hommes. Ayant appris quelques rudiments de Bichlama, les Américains engagent une conversation et bientôt les Big Nambas les incitent à les suivre à leur village sur un ton un peu menaçant, au moins dans la version de Spirou. La représentation des Malekoulan est particulièrement intéressante ici analysée pour le syncrétisme culturel qu'elle traduit. En effet, à la fois les traits physiques, mais aussi les tenues, les ornements, les coiffes, les outils et les armes participent d'un mélange d'éléments culturels tant océaniens que sud-américains et africains. Les illustrateurs s'appuyaient alors sur des sources documentaires variées, dont l'amalgame contribue au fil du temps à un stéréotypage des populations indigènes. Ces stéréotypes concernent tout autant les Johnson eux-mêmes, arborant dans Spirou des tenues et des casques coloniaux, tandis que dans Tintin, ils sont plus proches des types physiques courants dans les films hollywoodiens et les comics américains de l'époque. Finalement, la rencontre avec le chef des Big Nambas, Nagapate, est soigneusement mise en scène. Dans la version de 58, celui-ci est entouré de sa cour, assis en position centrale sur un trône couvert de peau de félidé, une vision qui n'est pas sans rappeler, bien sûr, la rencontre entre Tintin et le roi des Babaorum dans l'épisode de Tintin au Congo. Dans l'épisode de 1968, l'apparition de Nagapate renforce aussi son aspect charismatique qui était souligné dans le récit de Martin. Si Nagapate devient le sujet principal des cinéastes, ils eurent en réalité l'occasion de prendre plusieurs clichés de ses proches et d'autres membres de la tribu, parmi lesquels notamment Atré, ou bien encore son frère Rambi. Nagapate se montre fort curieux de Osa, qui est présentée ici comme la première femme blanche qu'il voit, ce qui d'ailleurs n'était pas du tout le cas. Celle-ci lui présente des cotonnades qu'elle avait apportées avec elle, mais le chef la saisit par le bras, commence à lui toucher les cheveux, des gestes qui sont très vite interprétés par les deux protagonistes comme menaçants. Martin ne s'arrête pas pour autant de filmer, bien au contraire, puisque ces supposées attaques, qui d'ailleurs comme on le verra plus tard n'en étaient pas, constituent une marque de sauvagerie qu'il importe bien sûr de mettre sur la pellicule. La tension continue de monter dans le village, et les Johnson cherchent un moyen de s'échapper. Donc la canonnière anglaise qui patrouille le long des côtes de l'île apparaît, et prétextant que cette dernière vient les chercher, ils parviennent à quitter la tribu et s'empressent de rejoindre la plage alors que le bateau commence à s'éloigner. Donc Nagapate lance ses hommes à leur poursuite au son des tam-tams, et sautant à bord de la pirogue où les attendaient leurs accompagnateurs, ils évitent de justesse de se faire capturer. Et alors que le couple s'éloigne de Malekula, Martin se réjouit d'avoir pu sauver les films de l'expédition au cours de leur fuite. Alors ces images seront développées, montées de retour aux États-Unis avant d'être projetées au public américain puis européen qui découvre Nagapate sur grand écran. Un triomphe cinématographique qui est relayé par la presse de l'époque. En réalité, plusieurs films des Johnson se rapportent au séjour sur Malekula. Le premier, Among the Cannibal Isles of the South Sea, sort en 1918, après le premier voyage. Puis un film d'1 heure, Headhunters of the South Sea, sort quant à lui en 1922, au retour du second voyage, sur lequel je reviendrai dans un moment.
Les images furent aussi reprises dans Across the World with Mr. and Mrs. Johnson en 1929, puis dans l'adaptation du roman biographique d'Oza, I Married Adventure, en 1940. Nagapathe tient, dans l'ensemble des récits, un rôle central. Il devient ainsi en quelques mois un héros cannibale, le représentant charismatique des derniers sauvages des mers du Sud, et dans l'esprit du public, il ne fait aucun doute que le chef Big Nambas est un mangeur de chair humaine. Pourtant, cette médiatisation naît d'un paradoxe. En effet, à aucun moment dans le film, ni dans le récit ultérieur, ni même dans les bandes dessinées, la pratique anthropophage n'est montrée ou démontrée. Or, je pense qu'il est important de revenir ici sur ce point qui finalement nous rattache au thème, au cœur de la représentation, qui est au cœur de ce colloque. D'une part, comme on l'a vu précédemment, une forme de violence ou d'agressivité des Nambas envers les Américains transparaît dans le récit écrit et les BD, alors qu'en réalité, la rencontre telle qu'elle a été filmée semble avoir été plutôt pacifique. Loin d'être pourchassés, les deux explorateurs visitent le village où ils font poser les hommes de la tribu devant la caméra. Nagapathe lui-même se prête au jeu, et si Martin insiste pour qu'il garde un visage sévère, on le voit néanmoins esquisser un sourire sur plusieurs clichés. Dans les cases des BD, il s'agit donc plus de l'interprétation faite par les Johnson des gestes supposément agressifs, comme par exemple saisir Rosa par le bras, et l'ajout d'une scène violente d'un coup au visage, qui suggère au lecteur un comportement belliqueux, faisant immédiatement écho à l'image de sauvages cannibales. D'autre part, si l'objectif premier de l'expédition était de rapporter les preuves visuelles du cannibalisme, force est de constater que leur expérience ne sera pas concluante. À plusieurs reprises dans leur rencontre avec les tribus de Malekula, les Johnson observent des crânes accrochés aux charpentes des cases, d'autres têtes de défunts qui sont fumées puis surmodelées avec de l'argile, parfois intégrées à des mannequins funéraires appelés rambaramp. Alors il faut reconnaître à Martin une certaine rigueur, puisqu'il déclara par la suite « Je cherchais des anthropophages, et l'expérience m'avait appris que les coupeurs de tête étaient rarement des cannibales, et les cannibales rarement des coupeurs de tête. » Cependant, aucune réflexion sur la réelle fonction ou le sens de ces pratiques ne transparaît dans leurs propos. Les documents, tant photographiques que cinématographiques, rapportés par les Johnson des Nouvelles Hébrides sont pourtant exceptionnels, en cela qu'ils témoignent de pratiques funéraires, ce que nous appelons en archéologie certains aspects de chaînes opératoires funéraires, comme on en parlait avec Frédéric, extrêmement complexes. Et donc des manipulations des restes osseux que Frédéric Valentin, ainsi que Matthew, Stuart ou James a pu documenter au cours de ses travaux ces dernières années dans l'archipel du Vanuatu, en particulier sur le site de Teuma. C'est finalement au terme de la seconde expédition que les Johnson obtiennent, non pas sur Malekula, mais sur l'île de Santo plus au nord, les soi-disant preuves tant convoitées d'un repas anthropophage, en une tête grillée dans un four traditionnel que Martin s'empresse d'ailleurs d'emporter avec lui. Alors, il est intéressant de noter que pour beaucoup de voyageurs, et même d'ailleurs, comme le rappelait Frédéric mercredi soir, des premiers archéologues à avoir travaillé dans la région, la simple vision ou la découverte d'un crâne ou de restes osseux mène généralement à la conclusion immédiate que ces vestiges humains anormaux, entre guillemets, pour des occidentaux chrétiens, témoignent soit d'un sacrifice, soit d'un cannibalisme, soit les deux. Et ce raccourci devient d'ailleurs un mécanisme narratif très commun dans la production de bande dessinée, dont je vous ai mis ici quelques exemples, en réalité parmi beaucoup d'autres. On voit par exemple en haut à gauche un épisode de Doug Danny dans un village des Salomon, où il conclut immédiatement au cannibalisme de ses hôtes à la simple vue de crâne déposé au pied d'une statue. Il en est de même dans plusieurs épisodes de Bob Moran en Nouvelle-Guinée en Micronésie, de Jeannette Pointu dans Le Secret Atlante. Vous avez en haut à droite une case de Pascal Prune, Vanikoro, ou encore de Brice Bolt dans l'archipel des Fidji. Donc finalement, le recours au visuel de restes osseux, et en particulier de crânes, suffit généralement à induire l'idée de cannibalisme dans l'esprit du lecteur. Nous sommes donc face à un non-dit, celui d'une pratique cannibale, certes historiquement attestée parmi les populations des Nouvelles Hébrides, mais ici simplement suggérée par la mise en scène du récit. Alors ce non-dit se retrouve également dans une production cinématographique française que Caroline a évoquée hier dans sa présentation. En 1928, André-Paul Antoine et Robert Lujon tournent Chez les mangeurs d'hommes sur Malekula, un film de propagande coloniale. Le récit fait clairement écho à celui des Johnson, à la fois dans le fantasme d'un premier contact avec les Big Nambas et dans l'héroïsation des cinéastes. Le tournage a en réalité lieu à Vao et à Hatchin, à proximité de 3 missions, où des Small Nambas sont recrutés pour exécuter des danses face à la caméra, en échange d'1 shilling par jour et d'une rasade d'eau de vie.
Vers la fin du film, alors que la tribu a capturé des prisonniers, les guerriers débutent une danse frénétique devant mener au sacrifice rituel et à la consommation de la chair humaine. Cette scène de danse, proche d'une transe collective, sert de substitut au sacrifice cannibale lui-même, que les réalisateurs n'auront pas l'occasion de filmer puisqu'ils seront, soi-disant, chassés du village. L'effet est paradoxalement renforcé, la non-représentation du cannibalisme à l'écran contribuant ainsi au renforcement du mythe pour le public occidental qui est contraint à l'imaginer. Ainsi, parce que le public sait dès le début, et ce grâce au titre, que les malécoulants sont cannibales, les réalisateurs utilisent un ressort classique du suspense. Plutôt que de représenter un festin qui confinerait à la surprise et à l'horreur, la suggestion de celui-ci agit comme un puissant moteur de l'imaginaire, confrontant les spectateurs européens à leurs propres angoisses. Alors pour la petite histoire, le film de Antoine Élujon sera projeté à l'exposition coloniale de 1931 à Paris, en marge de laquelle, comme on le sait, se tenait au jardin d'acclimatation le tristement célèbre zoo humain Kanak, qui eux aussi étaient présentés comme des cannibales, histoire qui a bien sûr été narrée notamment dans l'ouvrage de Didier Delinx, qui a lui aussi été récemment adapté en bande dessinée. Cette exposition coloniale a été largement couverte dans la presse illustrée, et en particulier par Alain Saint-Augan, qui est aujourd'hui considéré comme un des pères fondateurs de la bande dessinée moderne, au travers de ces deux personnages Zig et Puce, dont je vous ai mis ici quelques cases où on les voit face à des cannibales africains. Donc c'est très intéressant ici de voir, c'est une étude qui a été faite notamment par l'historien de la bande dessinée Marc Quigny, dont je vous ai mis ici son ouvrage. On a vraiment ici l'idée d'une diffusion de l'idée cannibale à travers de multiples médiums vers la bande dessinée. Donc suite au succès du premier voyage, donc les Johnson souhaitent retourner à Tenmaru pour notamment montrer à Nagapaté et au Big Nambas les séquences tournées en 1917. Donc en fait, les Johnson espèrent photographier les cannibales, se découvrant eux-mêmes sur grand écran. Et cette séquence constitue dans les deux bandes dessinées franco-belges la conclusion positive de l'histoire. Donc comme vous le voyez ici sur les photos, Martine et Oza avaient apporté avec eux des affiches du film qu'ils installent autour du campement. Et le soir venu, les Big Nambas les rejoignent, s'installent sur la plage, où ils découvrent Nagapaté lui-même et ses compagnons sur l'écran aménagé. Dans la légende, le film des Johnson est dit avoir provoqué l'horreur en Europe, mais les malécoulants semblent plutôt ravis de se voir à l'écran. Là encore, on note un certain paternalisme envers les autochtones, ceux-ci ne mesurant pas qu'ils ont été instrumentalisés et devenant amis avec ceux qui finalement ont exposé leurs pratiques. Alors, si les photographies avaient déjà circulé parmi eux auparavant, les images mouvantes se veulent marquer un moment d'entente où les tensions du premier voyage ont disparu. La dernière case introduit donc une fin heureuse dans l'esprit des deux revues catholiques, mais elle représente aussi le triomphe de Martine, captivant les sauvages par le truchement du cinéma, innovation technologique occidentale, mais largement qualifiée par Martine d'un acte de magie pour les Big Nambas. C'est d'ailleurs le titre de la photo que vous voyez ici, publiée, qui montre le chef près de l'écran ou bien encore opérant le projecteur. Ainsi, d'une animalisation des malécoulants au cours de la première expédition, on est plus ici dans le registre de l'infantilisation où les Nambas ne peuvent être qu'impressionnés par la magie des Blancs. Alors, cette scène de projection fait aussi écho à quelques planches de Tintin au Congo où le héros belge organise lui aussi une projection dans une case du village. Il y projette les images filmées le jour précédent du méchant sorcier qui s'est allié au divin de l'histoire, provoquant la frénésie parmi les spectateurs. Alors l'effet recherché, bien sûr, est différent entre l'épisode de Tintin au Congo et celui de Malekula, mais le recours au dispositif cinématographique dans les deux cas crée un parallèle notable. Donc finalement, au sein d'une production coloniale abondante, essentiellement tournée à l'époque vers l'Afrique, l'anthropophagie idéalisée des Johnson introduit parmi le public francophone le sauvage océanien avec Nagapaté en figure principale. Ce dernier, que Martin s'enorgueillit d'avoir rendu célèbre à travers le monde, devient à ses dépens une figure incontournable du cannibalisme océanien qui fera encore frissonner les jeunes lecteurs de Spirou et de Tintin près de 40 ans plus tard. Sans que la pratique ne soit montrée, la réputation de Malekula comme foyer des mangeurs d'hommes est faite et sera réaffirmée à plusieurs reprises dans la production littéraire et de bande dessinée ultérieure. Nous espérons donc que cette petite étude ici témoigne aussi de la nécessité d'une analyse intermédiaire détaillée de la production coloniale et postcoloniale. Films, documentaires, récits écrits, illustrés constituent autant de médiums dont il importe d'examiner les rapports les uns aux autres. Et c'est en interrogeant ces filtres médiatiques au regard de la réalité archéologique et ethnographique que l'on peut finalement comprendre comment l'histoire et la culture des Océaniens furent tour à tour observées, retranscrites, interprétées, enjolivées ou caricaturées,
et perçu par plusieurs générations de spectateurs et lecteurs, pour qui le cannibalisme ne sera finalement resté qu'un savoureux échappatoire imaginaire. Merci à tous et je m'excuse pour les petites coupures de son. Merci beaucoup, Guillaume. On va passer aux questions, soit pour Guillaume, soit pour Louis, pour les deux. Question. Moi, je vais attaquer alors. Hein. Bah, vas-y. Enfin, attaquer, c'est une expression. Non, en fait, j'ai pas énormément de questions. D'abord, je voulais dire à Louis, mais il m'avait déjà un petit peu fait part des écrits de Malato. Quelle belle plume, quoi. Quelle qualité d'écriture. Mais je crois qu'on en saura plus un moment ou un autre sur l'écriture de Malato, puisque tu y travailles. Hein. Alors, en fait, tu n'y travailles pas. Non, faut pas le dire. Non, je n'y travaille pas tout à fait. En fait, ce travail sur... C'est aussi mon rôle de mettre les gens mal à l'aise. Bien sûr. Pour lequel tu es d'ailleurs tout à fait qualifié. Merci. Et très brillant. En réalité, cette étude sur Malato m'a forcé à aller chercher plus loin que De la commune à l'anarchie, qui est l'ouvrage que je vous ai présenté majoritairement dans le cadre de cette présentation. Comme je vous l'ai dit, il y a une vingtaine d'œuvres sur une carrière de 40 ans, une carrière littéraire d'une quarantaine d'années qui traitent directement ou quasi directement de la Nouvelle-Calédonie, ou en tout cas de très grosses parties d'œuvres qui traitent directement de son séjour calédonien. Bien sûr, c'est un petit peu répétitif, mais il y a à chaque fois... Malato était à la fois répétitif mais en même temps pas amateur des copier-coller, et donc les versions successives de ces récits sont extrêmement bien écrites et chaque fois différemment, et donc c'est vrai que un jour il faudra peut-être s'atteler à la retranscription, à l'édition peut-être de ces romans qui sont parus en feuilleton et qui restent à ce jour inédits. Donc voilà, ce sont autant de projets futurs. J'espère qu'on pourra le faire, parce que c'est vrai que c'est une plume absolument remarquable, avec beaucoup d'humour, et en même temps parfois des constats très durs. J'avais juste une question pour toi sur la réception de cette production littéraire en fait, en France. Est-ce que c'est du succès? Est-ce qu'il y a des échos? Est-ce qu'il a suscité des débats? Ou est-ce que c'est resté un peu confidentiel? Est-ce que tu as des données là-dessus? Alors, Malato, en fait, a fait partie du dictionnaire jusque dans les années 70. Il a disparu des dictionnaires, mais donc il a quand même bénéficié d'un certain succès, bon, qui n'est pas comparable à celui de Louise Michel. Mais parmi les anarchistes, il reste quand même un personnage important sur les sites d'amateurs, notamment sur Internet, qui relatent ou qui compilent les données sur le mouvement anarchiste en France. Il est quand même très présent. Mais les œuvres fondamentales sont bien sûr Révolution chrétienne, Révolution sociale, Philosophie d'anarchie. Ça, ce sont vraiment les œuvres qui sont toujours citées. C'est vrai que en métropole, en réalité, les œuvres calédoniennes sont moins souvent citées, à l'exception de la commune à l'anarchie, qui est en fait un ouvrage qui fait en gros 300 pages. Il y a 250 pages sur la Calédonie, alors que c'est pas cité dans le titre, et 50 pages en fait sur l'anarchie au début des années 1880 en France, et qui en fait est une espèce de bible historique, c'est une espèce de journal quotidien des événements anarchistes qui se passent. Et donc c'est très intéressant pour justement les historiens de l'anarchie, mais c'est la partie qui les intéresse. C'est-à-dire que du coup c'est un ouvrage qui a eu du succès et qui est aujourd'hui encore très connu et téléchargeable sur Gallica, mais la partie calédonienne en fait n'intéresse en général que dans le Pacifique, quoi. Okay. Si je peux continuer un petit peu. Bah oui, bien sûr. Guillaume, j'ai pas de questions. Je voulais juste te faire part de deux petites appréciations en fait sur ta présentation. D'abord, remercier de ta participation et d'être passé par-dessus la difficile connexion que l'on peut avoir aujourd'hui, d'avoir persévéré dans la présentation. Donc, bravo pour votre organisation et de vous être complétés tous les deux. Ça nous a permis de garder le fil sans problème tout du long de ta communication. Alors, je discutais en off avec Louis. C'est probablement la première fois qu'il y a une analyse de la représentation de l'anthropophagie dans la bande dessinée, en tout cas en langue française, et avec la recherche des inspirations. Donc voilà déjà un apport au travail que l'on cherche à faire dans ce colloque, et je vous en remercie tous les trois. Et puis je vais aussi te remercier parce que je pense que tu as formalisé quelque chose que j'avais constaté. Oui, je ne suis pas avare en remerciements. Je pense que tu as formalisé quelque chose que j'ai constaté dans les archives judiciaires, mais que je n'avais pas en fait dit comme ça, mais c'est que la suggestion de la preuve vaut mieux que la preuve elle-même. Donc il vaut mieux le frisson de l'imagination finalement
que l'horreur de la vision. Et ça, c'est ce que tu as pu mettre en évidence, entre autres, hein, dans ta présentation. Et finalement, c'est exactement la même chose enfin exactement la même chose en moins littéraire et en moins agréable à lire, mais dans les procédures judiciaires, les quelques bribes de procédures judiciaires que j'ai pu voir. Voilà, puis moi ça m'a passionné parce que moi je suis très londonophile, donc je connais bien toute l'histoire de Martin Johnson et Martin Eden de Substitution. Voilà, bon, c'était juste mes remarques. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dominique, il y a une question. Non. Ah, pardon. Non, je voulais vous remercier. J'en profite pour vous remercier. Si je peux me permettre, alors c'est pas une question à moi-même ici évidemment, mais j'étais très intéressé ce matin dans la présentation de Eddy de la mention du pilou-pilou, parce que c'est quelque chose que justement je viens d'en parler un petit peu. C'est la relation et la connexion entre la représentation des danses tribales en Mélanésie et le repas anthropophage. Et souvent, c'est un mécanisme qu'on retrouve dans beaucoup de films ethnographiques des années 20, des années 30, chez les Johnson, mais chez bien d'autres également, aussi chez Lujon et Antoine. Et on a toujours cette idée que voilà, la danse, cette sorte de transe collective des participants, va mener progressivement à cette idée de ce repas anthropophage, à tel point que finalement la danse devient un substitut. Et d'ailleurs, on voit jamais dans les films ethnographiques évidemment les preuves du Cahier, mais il y a un intérêt vraiment fort pour les scènes de danse. Et dans tous les films de Johnson, des Nouvelles Hébrides, c'est très marqué. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les films ethnographiques, qui sont finalement relativement assez lents, des films muets, où c'est plus une série de séquences ou d'images parfois un peu saccadées, on a aussi tout d'un coup cette scène de danse sur la place du village, où on a des mouvements très rapides, donc ça crée de l'action dans le film, et ça participe aussi, je pense, de cette idée de climax ou de montée en suspense vers cette idée d'un repas anthropophage horrifique qui va suivre en fait les danses collectives. Et voilà, c'est quelque chose que Eddy a mentionné ce matin finalement avec le pilou-pilou en Nouvelle-Calédonie, mais qu'on retrouve, j'ai l'impression, un peu partout, à la fois dans la littérature et dans les films ethnographiques coloniaux. Les films sont aussi, je pense, une ouverture pour la suite, mais il y aurait beaucoup de choses à en dire. Merci Guillaume. Alors moi j'ai une question. Je voudrais savoir jusqu'à quand est-ce que ces représentations survivent dans les films ethnographiques. En fait, dans quelles années en fait Est-ce que c'est je pense qu'il faut peut-être faire. Alors, où s'arrête le film ethnographique? Oui, je pense que c'est peut-être ça la question. Ouais. Parce que finalement, si on considère le médium cinéma général, ben finalement, on a eu dans les années 80, par exemple, tout un retour vers les serials, justement, donc ces films de l'entre-deux-guerres qui sont donc les Tarzans, etc., mais qui du coup sont aussi en fait très en lien avec cette production ethnographique. Et donc du coup, quand on regarde Allan Quatermain et les Mines du Roi Salomon, ben, on a les cannibales, on a les danses avant, le festin au milieu, la jarre avec les gens à l'intérieur, la potiche qui est en train de cuire sur le feu, etc., etc. Donc en fait, dans le médium cinéma, c'est perpétuellement repris en hommage à ce cinéma de l'entre-deux-guerres. Mais le film ethnographique lui-même, ça c'est peut-être ça c'est quand même un phénomène assez court. Dont d'ailleurs les Johnson sont de très importants producteurs, parce qu'au-delà de filmer les Nouvelles Hébrides au début de leur carrière, ils vont faire en fait l'essentiel de leur carrière sur l'Afrique. Peut-être que Guillaume a des choses à compléter là-dessus. Mais... Oui, non, entièrement d'accord avec toi. Il faut effectivement la définition du film ethnographique est compliquée. Alors, en préparant notre présentation et notre chapitre, on a écumé un petit peu la littérature sur tout ça. C'est assez riche, en particulier pour la Mélanésie. Mais oui, c'est finalement relativement court. Alors, on a jusque 1932. Il y a encore quelques séries 1935 aux Nouvelles Hébrides. Mais après, on a une sorte de basculement sur autre chose. Ouais. Et par contre, des parts de films ethnographiques vont parfois être utilisées en stock dans des films qui traitent de l'Afrique dans l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire que donc du coup, il y a un transfert des images
censées être des images réelles dans une production qui, elle, relève en fait du récit, et du récit rêvé. Donc, enfin, là encore, énormément de mélange là-dedans. Tout à fait, oui. Merci beaucoup. Merci à vous.